Si la bobine du condensateur, c'est tout simplement la bobine auxiliaire ou la bobine d'excitation. Là, on va vous développer en bas concernant ce que c'est que l'excitation, c'est-à-dire lorsqu'il faut exciter le groupe. Ok, là nous avons la bobine du condensateur ou encore bobine auxiliaire ou encore bobine d'excitation comme je viens de le dire. Là nous avons les diodes tournantes. Ces diodes sont directement reliées sur les bobines du rotor. Là nous avons le noyau du rotor. Lorsqu'on parle du noyau du rotor, on a vu en haut le noyau, c'est tout simplement des tôles de fer empilées là, avec les bobines qui constituent un électroaimant. J'espère que vous aviez compris par rapport. Ok, là nous avions la bobine de champ. La bobine de champ ici, c'est tout simplement le rotor. La roue polaire, il faut le dire ici. Ici, on appelle encore rotor roue polaire tout simplement parce qu'à travers lui, on peut voir le nombre de pôles de notre génératrice. Ok, nous allons passer très rapidement pour le principe, pour donner le principe plus en détail. Ici, nous avons combien? Nous avons 4 items. Fonctionnement numéro 1, deuxième, troisième et quatrième. Qu'est-ce qui se passe au numéro 1, c'est-à-dire à la première étape? Nous avons 4 étapes ici. Là. Ici, nous avions n'est-ce pas, séparé ces étapes en 4. Donc, très rapidement, nous allons commencer. Il y a la première étape, nous avons la première étape. Quand le rotor commence à tourner, là sur l'image, vous voyez le rotor, vous voyez la flèche tournante là. Ici, le rotor commence à tourner. Quand le rotor commence de tourner, le flux magnétique produit par les aimants permanents du rotor engendre une tension induite dans la bobine du condensateur. Cette tension est stockée dans le condensateur. Ça, c'est la première étape. Ici, lorsqu'on parle des bobines, ici, lorsqu'on parle ici, là, on dit le flux magnétique produit par les aimants permanents. Il faut bien comprendre ce qu'on dit ici, là. Généralement, vous n'allez jamais voir les aimants permanents dont on parle ici, là. Il y a des petits générateurs où il y a des aimants incorporés sur les tôles, là. De très petites, donc je veux dire, de très petites forces magnétiques. Ce sont ces aimants-là qui induisent, n'est-ce pas, ce champ remanent dont on parle partout, là. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, on a dit primairo, c'est-à-dire premièrement, lorsque le rotor, quand le rotor commence à tourner, le flux magnétique produit par ces aimants-là, c'est-à-dire par le remanent, engendre une tension induite. C'est-à-dire quoi? Cette tension, la tension induite sera engendrée par ces bobines-ci là, par les bobines auxiliaires ou encore les bobines d'excitation. Et puisque le condensateur est branché sur ces bobines-là, lui va recevoir une tension, c'est-à-dire lui va recevoir une tension qui sera stockée, qu'il va stocker. Donc c'est ça la première étape. Maintenant la deuxième étape. La tension stockée passe dans la bobine du condensateur. Celle-ci crée un champ magnétique qui à son tour va engendrer une tension induite dans la bobine de champ. La bobine de champ ici c'est le rotor. La circulation du courant dans la bobine de champ se fait dans un seul sens. Celui-ci est déterminé par la diode. Le flux magnétique produit par la bobine de champ s'ajoute à celui des aimants permanents. Ainsi, le rotor est magnétisé. Ça veut dire tout simplement quoi ici? Ça veut dire que le flux magnétique produit par la bobine de champ là, lui va tout simplement s'ajouter au flux remanent qu'on avait. Là maintenant, le rotor sera beaucoup plus magnétisé. Maintenant, au 3, à la troisième partie, on a quoi? Ici, le rotor continue donc de tourner. Une tension plus élevée est induite dans la bobine du condensateur et le charge. Quand le condensateur se décharge dans sa bobine, le champ magnétique devient plus important. Le rotor devient un aimant plus puissant. Là, en haut, nous avions décrit exactement le rôle du condensateur dans le processus. Lui, son rôle est d'augmenter le champ magnétique pour pouvoir engendrer, c'est-à-dire créer de l'autre côté des FEM plus importants. Vous conviendrez avec moi. C'est-à-dire, lui, son rôle, c'est quoi? Lorsque peut-être on a des petites
C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on a une petite FEM en sortie des bobines principales, le condensateur, lui, va tout simplement s'en charger d'augmenter ce champ-là, c'est-à-dire le courant d'excitation. Il va augmenter le champ d'excitation pour pouvoir créer un champ plus important au niveau des bobines du rotor. Donc, c'est ça le principe ici du condensateur. Puisque lui se charge d'abord. Maintenant, en se déchargeant, il se décharge sur ces bobines d'excitation, eux qui vont à son tour engendrer une FEM beaucoup plus importante. Donc, j'espère que vous comprenez exactement le principe ici. Directement, nous partons directement à la dernière étape. Maintenant, en résumé, le rotor produit un champ magnétique qui engendre une tension induite dans la bobine principale. Ce phénomène répété est à l'origine de la tension induite dans la bobine principale qui est le stator. Elle augmente donc ça dit quoi? C'est cette bobine-là, cette tension induite qui s'augmente graduellement quand le moteur atteint sa vitesse nominale. C'est-à-dire quoi? Quand le moteur fonctionne dans son régime normal, cette tension-là se stabilise. Donc, voilà ce qu'il en est du principe de fonctionnement de façon détaillée de notre génératrice monophasée à auto-excitation avec sans balai, avec condensateur. Très rapidement, nous allons passer au schéma des principes. Autant pour moi, nous allons passer au schéma des principes que voici. Nous avons là notre schéma des principes. Nous avons le rotor ici, là. Nous avons le stator là. Nous avons notre condensateur avec sa bobine d'excitation qui est là. Là, c'est la plaque à bonne. Présentement, on n'a pas encore fait des connexions. Là, c'est la plaque à bonne. Donc, ici, nous avons deux bobines là au niveau du rotor, avec chacun avec sa diode. On vous a déjà parlé du rôle de la diode dans le processus. Ça permet tout simplement la circulation du courant en un seul sens au niveau du rotor, des enroulements du rotor. En un seul sens, ici, tout simplement, c'est en continu. Okay. Là, nous avons ici le schéma détaillé, le schéma de couplage de la plaque à bonne. Le schéma de couplage de la plaque à bonne. Ici, nous avons le couplage parallèle, le couplage série. Mais maintenant, le couplage parallèle ou série, ici, là, ça dépend de la tension en sortie que nous avons. Bon, puisque nous sommes en Afrique, ou bien, généralement dans l'Union européenne et l'Afrique, nous utilisons le 50 Hz et 220, 300, 280 en monophasé. Là, on va beaucoup plus, on va insister là-dessus. On va beaucoup plus parler ici de 50 volts, 230 volts. Donc, 50 Hz, 230 volts monophasé. Parce que là, nous avons ici le 115 volts, 120 volts. Là, c'est toujours le monophasé, mais c'est américain, je le dis ici. Ici, en Afrique, ou dans l'Union européenne en général, on utilise le 50 volts en 230 ou 220. On utilise le 50 Hz en 220 volts ou en 230 volts. Ok, là, on va s'intéresser à notre droite, c'est-à-dire ce schéma-ci là. Nous avons là nos connexions. Là, nous avons nos connexions. Là, voici la plaque à bonne. Elle est là. Là, voici nos bobines, la bobine du stator. C'est-à-dire ici, on a appelé ça les bobines principales. Qui est là. Là, on a fait la mise en série. Vous avez vu, on a dit couplage en série. On a fait la mise en série là. On a le rouge, le vert, le noir, le bleu. Ça veut dire la sortie de ma première bobine va avec l'entrée de la deuxième pour faire la mise en série. Et là, voici la plaque à bonne. Voilà comment elle est connectée sur la plaque à bonne. Cette bobine. Voilà comment elles sont connectées elle est connectée sur la plaque à bonne. J'ai le noir là, c'est-à-dire j'ai mon vert qui est l'entrée de la première bobine qui est là, je le mets là. J'ai mon noir qui est la sortie de la deuxième, je le mets là. Je prends une barrette de couplage, je le mets là et puis je visse avec mes écrous. Je les visse là. Et puis voilà les sorties, c'est les différentes sorties, c'est-à-dire l'entrée de la première bobine et la sortie de la première bobine. C'est là où je mets mon
Mon 220, c'est là où débite nos 220 volts ou 230 volts monophasés, comme vous pouvez le voir là. Là, nous avons notre bobine d'excitation ou bobine, la bobine du condensateur qui est là, avec notre condensateur. Ok. Ok, là, nous présentons ici le schéma général de l'installation avec condensateur. Un schéma général. Et ici, il faut retenir que dans les groupes électrogènes monophasés, généralement, vous allez trouver dans certains groupes électrogènes les sorties continues. Ici, les sorties continues, c'est tout simplement pour utiliser pour pouvoir alimenter certains auxiliaires, c'est-à-dire qu'ils utilisent le continu comme les batteries, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'ici, vous allez trouver dans ces groupes électrogènes, outre les enroulements principaux, excusez-moi, outre les enroulements principaux, vous allez y avoir encore d'autres enroulements auxiliaires. C'est-à-dire que ces enroulements auxiliaires seront tout simplement là pour gérer la partie qui débitera, n'est-ce pas, le continu. C'est-à-dire, ça sera associé par un point de diode et puis en sortie, on aura notre source continue. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça, nous sommes là, on a toujours nos bobines principales, on a toujours nos enroulements principaux ici, là, qui est là. Nous avions le rotor qui est ici, les enroulements principaux qui sont là. La connexion, c'est-à-dire la mise en série, elle est là, comme vous pouvez le voir là. Voici la plaque à carbone qui est là. Et dans là, ce sont les phases secondaires, ou comme je viens de l'appeler là, enroulement secondaire. Ces enroulements sont là. Là, en sortie, ici, nous avons le pont de diode. Le pont de diode est ici tout simplement pour redresser la tension en sortie ici, pour pouvoir voir les sorties continues qui sont là. Bon, ici, ça va dépendre. Dans certains cas, on peut avoir les sorties 12 volts uniquement, d'autres même 6 volts, d'autres 24 volts. Donc, ça dépend des bobinages ici, de la compression des bobines ici, nombre de spies, le nombre c'est-à-dire le diamètre du fil, ça dépend. Donc, ça dépend de ce qu'on veut en sortie. Donc, ici, dans le cas d'espèce, nous avons le 24 volts, 12 volts ici, là, continu. Donc, voilà le schéma général avec production du courant continu. Et là, nous avons la source alternative ici, là, nos 220 volts ou 230 volts. Ok, là, nous avons fini avec le principe de fonctionnement des alternateurs monophasés avec condensateur. Très rapidement, nous allons passer par l'étude, la détection des défauts. Comment devons-nous nous comporter lorsqu'on est face à un défaut, à un problème, lorsqu'on fait face à un problème dans un groupe électrogène? Comment devons-nous nous comporter? Bon, ici, nous allons vous définir, n'est-ce pas, nous allons vous présenter les différentes défaillances ou les différents défauts que l'on rencontre généralement dans les groupes électrogènes. Et on va vous donner les méthodes, les actions à suivre pour déceler ces anomalies et pallier à les problèmes. Détection des défauts. Si à la mise en service, le fonctionnement de l'alternateur se révèle anormal, il est nécessaire d'identifier l'origine de la panne. Ça veut dire que tous ces défauts-ci là, tous ces défauts dont je vais le citer là, c'est-à-dire ces défauts surviennent lorsque la machine est en fonctionnement. Ça ne veut pas dire que, c'est-à-dire quoi, la machine, je mets la machine en fonctionnement et puis la machine réagit de façon anormale. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois commencer? Là, on va commencer. Défaut ayant une manifestation physique. On va voir les défauts ayant une des manifestations physiques. Là, nous avons notre tableau là. Ici, nous avons les défauts avec des actions à mener. Ok. Roulement. Échauffement excessif des paliers. Température supérieure à 80 degrés sur les chapeaux de roulement, avec ou sans bruit anormal. Les actions, c'est quoi? Quelles sont les actions? Ou quelles sont les causes?
Si le roulement a bleui ou si la graisse est carbonisée, changez le roulement. Ça, c'est une action que l'on va mener. Changer le roulement. Ici, le roulement peut aussi être mal bloqué. Ça, c'est la cause de l'échauffement. C'est ça la cause ici, là. Donc ici, la colonne ci là précise les actions que l'on peut mener et puis les causes possibles. Roulement mal bloqué. Puisque si le roulement est mal bloqué, vous conviendrez avec moi que le moteur, le groupe électrogène en fonctionnement, ça va émettre plus d'efforts pour que celui-ci, ce dernier, puisse tourner simplement. En émettant plus d'efforts, et puis il y aura échauffement excessif, puisqu'il y aura ici beaucoup de résistance, quoi. Encore une autre cause, mauvais alignement des paliers, flasque mal emboîté. Donc c'est aussi l'une des causes. Température anormale. Température anormale. Ok, ici, comme effet, échauffement excessif de la carcasse de l'alternateur. Plus de 40 degrés au-dessus de la température ambiante. Action ou cause possible. Entrée-sortie d'air partiellement obstruée ou recyclage de l'air ou recyclage de l'air. Excusez-la. Ou recyclage de l'air de l'alternateur ou du moteur thermique. Ça veut dire quoi ici exactement? Quand on parle de l'entrée de sortie d'air partiellement obstrué ou recyclage d'air, ça veut dire que l'air chaud qui sort de l'alternateur est encore renvoyé vers le moteur, vers le groupe électrogène. Or, cet air chaud là devrait tout simplement être évacué de l'extérieur. Mais on se rend compte qu'ici, puisqu'on a dit la sortie d'air partiellement obstruée, au lieu que cet air soit évacué à l'extérieur, on se rend compte que cet air revient encore dans le groupe électrogène, c'est-à-dire dans le groupe. Donc ici, ça peut être à l'origine de l'échauffement excessif, c'est-à-dire de la température anormale. C'est pour ça qu'on parle du recyclage ici, là. Ok. Fonctionnement de l'alternateur à une tension trop élevée. Ça aussi, c'est une cause. Fonctionnement de l'alternateur en surcharge. Aussi, surcharge ici, vous conviendrez avec moi, la surcharge, c'est tout simplement le fait que l'alternateur porte une charge qui la dépasse. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire, au lieu de porter peut-être une charge de 10 ampères, il se voit en train de porter une charge de 15 ampères. C'est de ça qu'on parle de surcharge ici, là. Bon, vibration. Vibration. Comme il fait vibration excessive. Mauvais alignement. Bien sûr, les mauvais alignements peuvent être liés aux vibrations. Nous pouvons aussi avoir les amortissements défectueux ou jeux dans l'amortissement. Toujours sur les vibrations. Vibrations excessives et grognements provenant de la machine. Court-circuit du stator, comme la cause. Dans le court-circuit du stator peut aussi entraîner les vibrations dans la machine. Bruits anormaux, choc violent, éventuellement suivi d'un grognement et vibrations. On aura comme cause possible court-circuit sur l'installation, rupture ou détérioration de l'accouplement, rupture ou torsion du bout d'arbre, déplacement et mise en court-circuit du bobinage de la roue polaire, éclatement ou déblocage du ventilateur, destruction des diodes tournantes. Donc voici ce qu'il en est sur les défauts provenant ayant des manifestations physiques, c'est-à-dire des défauts mécaniques. Là, au 2, nous allons passer aux défauts électriques. Défauts électriques. Comme défaut électrique, nous avons premièrement absence de tension à vide au démarrage. Ça, c'est le premier défaut que l'on rencontre généralement. Là où nous avons les actions, nous avons les mesures,
Là, nous avons les contrôles et l'origine, c'est-à-dire la cause, l'origine de la défaillance. Et nous avons ici les différents, nous avons les différents contrôles à faire. Enfin, la tension à vide. Comme action, nous avons ici, il faut appliquer une tension de 4 ou 12 volts continue au bord du condensateur pendant 1 seconde. Ici, excusez-moi, hein, lorsqu'on parle ici au bord du condensateur, ici, il s'agit tout simplement de la bobine auxiliaire. Ça veut dire quoi? Vous débranchez le condensateur. Là, vous mettez sur sa bobine, vous appliquez 4 à 12 volts sur la bobine d'excitation, c'est-à-dire la bobine où vous mettez branché le condensateur. Maintenant, comme mesure, l'alternateur s'amorce et sa tension reste normale après suppression de la batterie. Comme contrôle, manque de remanent. Vérifiez la tension du condensateur entre 10 et 15 volts. Ici, la tension qu'on demande de vérifier, c'est tout simplement la tension de la bobine d'excitation où est monté le condensateur. Bobine auxiliaire du condensateur débranchée. La bobine auxiliaire ici, c'est encore la bobine du condensateur. Je l'ai parlé plus haut. Ça veut dire que lorsque la bobine est coupée, automatiquement le groupe électrogène ne va pas débiter. Là, nous avons alternateur s'amorce, mais sa valeur sa valeur ne monte pas à la valeur nominale après suppression de la batterie. Comme mesure ou comme contrôle, vérifiez s'il y a coupure sur le circuit du condensateur. L'alternateur s'amorce, mais sa tension disparaît après suppression de la batterie. Comme vérification ou comme contrôle, diode, vérifiez les diodes. Possibilité diode défectueuse. Donc, ça veut dire qu'ici, le défaut des diodes peuvent entraîner, n'est-ce pas, le fait que l'alternateur s'amorce, mais ça veut dire que sa tension ne soit pas présente. Ok. Tension trop basse. Défaut, tension trop basse. Action, vérifier la vitesse d'entraînement. Ça veut dire que, premièrement, dès lors que nous avons notre groupe, la tension elle est basse en sortie, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie si le groupe fonctionne à un régime normal, c'est-à-dire à son régime normal. Ça veut dire ici que quoi? Il faut mesurer la fréquence, il faut prendre la fréquence de fonctionnement. Si la fréquence est à 50 Hz, c'est une bonne chose. C'est-à-dire ici, il faut mesurer la fréquence pour voir dans quelle plage la fréquence se situe. Bien, là, comme mesure, vitesse trop bonne, ça veut dire si la fréquence est normale, ou bien si la vitesse est normale, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les contrôles ou les défaillances possibles? Coupure du bobinage auxiliaire, diode tournante claquée, roue polaire en court-circuit, vérifier la résistance. Lorsqu'on parle de vérifier la résistance, ça veut dire que vérifier la résistance de la roue polaire, c'est-à-dire le diagnostiquer, si il n'y a pas eu coupure, court-circuit, quoi. Vitesse trop faible. Si la vitesse est trop faible, qu'est-ce qu'il faut? Il faut augmenter la vitesse d'entraînement. Tout simplement. Il faut tout simplement ajuster sa vitesse à la vitesse nominale. Maintenant, troisième défaut, tension trop élevée. Comme action, réduire la vitesse. Comme cause ou contrôle, vitesse du groupe trop élevée. Cinquième défaut. Quatrième autant pour moi. Tension bonne à vide et trop basse en charge. Comme contrôle ou défaut, chute de vitesse trop grande en charge. Vérifier la vitesse. Groupe en surcharge. Court-circuit dans la roue polaire. Donc, voilà ce qu'il en est concernant les défauts sur la partie, les défauts liés à la tension, c'est-à-dire les défauts électriques. Là, au grand 2, petit 2, là, c'est la dernière partie. Ici, nous allons vous expliquer l'alternateur monophasé avec balai. En haut, là, nous avions parlé avec condensateur. Ici, nous allons tout simplement vous faire un petit briefing. Le fonctionnement dans l'ensemble, c'est presque la même chose, sauf que ici, le condensateur, le régulateur prend la place du condensateur et il y a aussi un autre
un autre élément qu'on appelle les balais qui s'en ajoutent, c'est-à-dire les balais avec les connecteurs ou les bagues. Donc, on va vous expliquer ça très rapidement là. Ici, nous avons le principe de fonctionnement. Là, je vais dire le schéma des principes, il est là. Il est là notre schéma des principes. Là, nous avons ici les types, les alternateurs à type de bobinage rapporté et les condensateurs à type de bobinage de noyau, à type à noyau bobiné. Merci. Nous avons là chacun son principe de fonctionnement. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Premièrement, le rôle des balais collecteur ou bien balai bag. Ici, là, c'est quoi? Il faut aussi bien comprendre ça. Dans le schéma, les voici ici. Voici nos balais ici. Tout simplement, ils permettent de véhiculer le courant continu dans le rotor. C'est-à-dire quoi? Ils reçoivent le courant d'excitation qui est là, provenant de l'AVR, c'est-à-dire du régulateur de tension automatique. Ils reçoivent un courant d'excitation de l'AVR qu'ils vont véhiculer au niveau du rotor principal pour pouvoir, n'est-ce pas, créer un champ magnétique. C'est tout simplement le principe de fonctionnement de ça ici là. Donc maintenant, très rapidement, nous allons un peu énoncer ce principe-là en détail qui se trouve sur le tableau là. Bon, ici, on dit type bobinage rapporté. Lorsque le volant magnétique du moteur tourne, un courant est induit dans la bobine d'amorçage et va à l'unité AVR. Le pont de diode situé dans l'unité AVR redresse le courant venant de la bobine d'amorçage. Ce courant est appliqué à la bobine de champ par l'intermédiaire du porte-balai et du charbon. Le rotor se magnétise. La circulation du flux magnétique dans le rotor induit une tension dans les bobines du stator. Le courant induit dans la bobine d'excitation est redressé par un pont de diode situé dans l'AVR. Ce courant est appliqué à la bobine de champ. La bobine de champ ici, c'est le rotor. Parallèlement avec le courant redressé de la bobine d'amorçage. Le rotor est fortement magnétisé. Ok, ici, lorsque l'alternateur atteint sa vitesse normale de rotation, la tension induite dans la bobine principale atteint la valeur d'utilisation. Bon, ici, type à noyau bobiné. Lorsque le moteur tourne, les aimants du rotor induisent un courant dans la bobine d'excitation. Après avoir été redressé par un pont de diode situé dans le bloc AVR, le courant provenant de la bobine d'excitation alimente la bobine de champ qui magnétise le rotor. Le flux magnétique du rotor excite la bobine principale et la bobine d'excitation. Le courant de nouveau induit dans la bobine d'excitation est appliqué à l'AVR et redressé par un pont de diode. Ce courant redressé passe dans la bobine de champ et le rotor se trouve fortement magnétisé. Ok, ici, pour vous expliquer tout simplement de façon pratique, c'est quoi? L'AVR, je pense que demain nous ferons, n'est-ce pas, une vidéo, je vais dire la pratique, la science pratique. Là, on vous montrera ce que c'est que l'AVR en question, dont nous sommes en train de parler ici. L'AVR, c'est-à-dire des groupes électrogènes monophasés, c'est constitué comment? Nous avons l'excitation, c'est-à-dire l'AVR vient avec, nous avons trois entrées. Nous avons l'entrée pour l'excitation, là où se branchent les portes balais, c'est-à-dire là où c'est de là qu'il y aura, c'est de là que le régulateur de tension va véhiculer le courant d'excitation pour pouvoir aller au niveau des portes balais et alimenter les bobines du stator, c'est-à-dire de créer un champ aux bobines du rotor principal, autant pour moi.
Nous avons la détection tension et nous avons la détection tension, nous avons